dans ce Work Package 2 essentiellement à l'échelle du système de culture. Et donc, on va s'intéresser à la conception du coup de systèmes riches en légumineuses et qui inclut de la diversité dans ces systèmes à la fois dans le temps et dans l'espace. On va voir qu'on est à différentes échelles dans ce Work Package 2 avec un objectif bien, de réguler sans pesticides différents bioagresseurs. Donc, on va avoir plusieurs présentations sur un Work Package qui comprend 5 tâches pilotées par Delphine, Samuel, Stéphane, Yann et Guillaume, avec 3 équipes principalement impliquées dans ce Work Package, agroécologie, IGEP et l'EVA. Donc, on est donc dans ce cap-là de concevoir des systèmes à la fois riches en légumineuses et sans pesticides, qui est donc un challenge, un double challenge, là, particulièrement complexe quand même, puisque du coup, voilà, on souhaite qu'en 2050, on soit sans pesticides, mais on souhaite aussi que ce soit des systèmes qui soient riches en légumineuses, puisque il y a plutôt une dynamique favorable dans ce sens, avec tous les bénéfices qu'elles peuvent apporter, mais en même temps, elles sont sensibles à plein de choses, comme on a commencé à le voir aussi ce matin. Donc, ça peut être finalement encore plus complexe de les imaginer, ces systèmes riches en légumineuses, dans cette perspective sans pesticides. Et pour y arriver, on se dit que des ruptures sont importantes à mettre en place à différents niveaux, qu'il faut actionner plusieurs leviers. Mais on va voir ici, dans ce Work Package, les leviers qui nous semblent importants à actionner et les ruptures à avoir à cette échelle du système de culture. Donc, c'est une approche système qui est importante et long terme aussi, puisque sans doute qu'on est peut-être capable à l'échelle annuelle de s'en sortir pour conduire une culture sans pesticides, mais réussir à le faire sur le long terme, ça nécessite un raisonnement à l'échelle du système et d'éviter d'avoir, comme souvent, une stratégie qui cherche à lutter contre le bioagresseur en raisonnant uniquement de façon curative et sur le court terme, mais de passer plutôt à réduire la présence du bioagresseur à un niveau suffisamment faible pour que les dégâts et dommages soient minimes, et tout ça sur un pas de temps plus long. Et donc, un certain nombre de leviers peuvent être actionnés, mais voilà, un des leviers qui paraît assez essentiel et qui va être assez central dans ce Work Package, c'est le levier de la diversification des systèmes qui peut se faire à la fois dans le temps, un levier auquel on est assez habitué à l'échelle de la rotation, mais aussi à l'échelle de l'espace, c'est-à-dire avoir plus de diversité au sein de la parcelle, avec des mélanges de cultures, de génotypes, d'espèces, et puis jusqu'à aussi prendre en compte ce qui est autour de la parcelle et jusqu'au paysage, pour intensifier les régulations biologiques et pouvoir du coup se passer des produits phytosanitaires. Donc c'est essentiel pour les légumineuses, il nous semble, puisque du coup on les imagine pour diversifier les systèmes assez souvent, c'est des espèces considérées clés pour la diversification. On peut les insérer différents systèmes, mais voilà, si on les insère seuls dans une rotation, ça peut être parfois délicat en termes de variabilité de rendement et de différents bioagresseurs auxquels elles sont sensibles. Et donc, par exemple, effectivement, la diversification spatiale peut venir finalement au service de cette diversification temporelle pour réduire les problèmes et aussi avoir des rendements additionnels. Donc, c'est finalement aussi une rupture importante. On en a un petit peu parlé en introduction ce matin, c'était de se dire que peut-être revoir la place des légumineuses dans les systèmes et finalement ne plus voir seulement les légumineuses comme des espèces qui fournissent plein de choses et des services pour les cultures qui suivent notamment, mais aussi voir comment le système de culture peut aider, peut faciliter les performances des légumineuses dans ces systèmes du coup sans pesticides. Donc ça oblige sans doute voilà, à imaginer aussi des nouveaux arrangements spatio-temporels du coup à inventer, et, voilà, qui ne s'intéressent pas seulement à la légumineuse, l'année de la légumineuse et ce qui suit, mais aussi sans doute ce qui se passe avant pour mettre la légumineuse dans des conditions plus favorables. En tout cas, une approche systémique qui est essentielle. Et puis, c'est quelque chose qui anime l'ensemble de Spécifix, c'est d'avoir une approche multi-bioagresseur, puisque souvent, les stratégies, on les imaginait, on les ciblait pour un bioagresseur en particulier, mais là, il faut, dans cette perspective,
zéro pesticide. Une autre rupture, c'est d'essayer d'avoir un raisonnement global de la régulation d'une communauté de bioagresseurs et sans oublier les auxiliaires. Et puis, l'autre point peut-être, c'est que cette flèche, pour aller vers plus de diversité, c'est sans doute pas un chemin linéaire, passer d'un point A à un point B plus diversifié, mais il y a un certain nombre sans doute d'adaptations continues à avoir, de l'apprentissage aussi, et besoin de combiner différentes expertises et de co-construire ces systèmes qui ne sont pas si évidents, évidemment, au premier abord. Donc, c'est cet aspect de gestion adaptative aussi qui est peut-être une rupture par rapport à ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui pour accompagner ces changements, c'est essentiel. Donc, tout ça va animer ce que l'on va faire dans ce Work Package 2 avec les différentes tâches à plusieurs échelles que je présente ici, avec du coup une interaction aussi que l'on va avoir avec le Work Package 1. Ça a commencé à être discuté tout à l'heure, puisque du coup, le Work Package 1 va être aussi finalement une source de diversité, puisque on va avoir une exploration là, de la diversité génétique sur certains traits qui sont intéressants pour jouer sur ces bioagresseurs. Mais nous, on va se placer sur surtout la diversification de nos systèmes, à la fois dans le temps et dans l'espace, avec une première tâche que va présenter Delphine, qui va s'intéresser surtout à l'aspect spatial ici, avec une dimension plutôt annuelle, où différentes formes de diversité intraparcellaire vont être étudiées pour en étudier les effets sur les adventices, ravageurs et maladies, sachant que c'est souvent aussi quelque chose qui a été étudié, surtout finalement, quelquefois pour les performances en termes de rendement, mais pas forcément l'impact sur les bioagresseurs. Une deuxième tâche que présentera Samuel, qui va être cette fois-ci peut-être avec une dimension temporelle plus importante, plus centrale, et aussi interaction avec des aspects sol, comment évoluent les pathogènes dans le sol au cours du temps. Et par rapport à des choses assez innovantes en termes de pouvoir suppressif des sols, en relation avec les organismes du sol, et aussi en relation avec la résistance de la plante. Et puis, la combinaison temporelle et spatiale va être étudiée dans la troisième tâche, avec un ensemble de plateformes que va pouvoir présenter du coup Stéphane. Et comment du coup évolue une communauté de bioagresseurs dans ces systèmes diversifiés, riches en légumineuses et sans pesticides. Yann présentera la quatrième tâche avec une approche cette fois multi-échelle du contrôle des ravageurs, et on va dépasser aussi l'échelle de la parcelle ici, puisqu'on va prendre en compte les infrastructures agroécologiques et le paysage. Et puis la tâche 5 que présentera Guillaume va s'intéresser finalement un peu sur ce qui est sur la flèche quelque part. C'est comment on fait ce changement, cette trajectoire, comment guider, accompagner les agriculteurs sur ces changements. Donc avec une tâche intégrative ici qui visera à mettre en musique là, les connaissances qui seront acquises et les transformer en outils, en accompagnement pour les agriculteurs. Donc, on a vraiment un objectif d'accroître les connaissances sur les effets de différents leviers à différentes échelles, les mécanismes en jeu pour le contrôle d'une communauté de bioagresseurs dans des systèmes diversifiés, riches en légumineuses et sans pesticides, et de transformer ces connaissances pour guider, accompagner les agriculteurs et conseiller pour la conception et la gestion adaptative de ces systèmes. Avec, vous allez voir, des approches différentes, mobilisées, des essais analytiques, des essais systèmes longue durée déjà en place, et également de la modélisation. Donc, je vais laisser tout de suite Delphine, du coup, commencer pour la première tâche. Ok, je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. Ok, super. Et bien, c'est parti. Donc, comme disait Guénaëlle, je vais vous présenter le contenu, les objectifs et les grandes lignes du contenu de la tâche 2.1, qui porte sur le rôle de différents degrés de diversification spatiale à l'échelle de la parcelle sur la régulation des bioagresseurs. Donc, cette tâche, elle implique des collègues d'agroécologie
spécialistes en génétique des légumineuses et en régulation des adventices, des collègues de l'ESA d'Angers, agronomes et écophysiologistes des légumineuses, et des collègues de l'IGEP, spécialistes de la régulation des organismes ravageurs. Donc cette tâche, elle fait bien un focus sur la diversification au niveau de la parcelle à l'échelle annuelle, contrairement à la tâche 2.3 qui, elle, est à l'échelle du système de culture et qui englobe aussi la diversification pluriannuelle. Donc l'objectif de cette tâche 2.1, c'est de comprendre, quantifier, hiérarchiser le rôle de différents leviers de diversification mobilisés à différents degrés sur la régulation d'une communauté de bioagresseurs et aussi sur des organismes auxiliaires. Donc les organismes auxiliaires, ce sont en fait des organismes qui sont bénéfiques car ils aident à réguler certains bioagresseurs des cultures. Et l'hypothèse qui est derrière cette tâche 2.1, c'est que accroître la diversité au sein de la parcelle, ça peut être un levier majeur de régulation multibioagresseurs, et aussi que cette diversification peut prendre plusieurs formes, et dont certaines ont été peu investiguées jusqu'à aujourd'hui, en particulier quand on fait un focus sur un cortège de bioagresseurs. Donc, on a considéré plusieurs composantes de la diversification dans cette tâche. En premier lieu, ce que j'ai appelé la diversification génétique au sens large. Donc, c'est la diversification dans la parcelle des espèces et des génotypes. Donc, on peut, par exemple, faire des mélanges d'espèces, classiquement légumineuses, non légumineuses, donc pois blé, des choses qui ont été beaucoup étudiées, mais des choses qui ont été beaucoup moins étudiées, par exemple des associations d'espèces de légumineuses, ou encore être en intraspécifique au sein d'une espèce de légumineuse et faire des mélanges de variétés. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on veut, c'est de choisir des plantes, donc des espèces ou des variétés, des génotypes qui ont des traits complémentaires et qui nous intéressent par rapport à la régulation des bioagresseurs. Donc, par exemple, si on veut réguler les adventices, associer des espèces ou des génotypes qui vont maximiser le prélèvement des ressources dans le temps et dans l'espace, si bien que ces ressources seront moins disponibles pour les adventices. Ou par exemple, pour les maladies, on peut mélanger des espèces ou des génotypes sensibles et non sensibles, si bien que la composante non sensible pourra faire un effet barrière, par exemple, au développement de la maladie. Donc ça, c'était la première composante de la diversification. La deuxième, c'est la diversification spatio-temporelle. Donc c'est un aspect qui est particulièrement original dans le projet, qui a été peu exploré jusqu'alors. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à des agencements spatio-temporels innovants, en intégrant donc à la fois la manière d'agencer les espèces ou les variétés dans l'espace, comme illustré ici, où chaque couleur représente une espèce ou un génotype. Et donc, vous voyez par exemple une manière d'agencer dans l'espace qui peut être en rang alterné ou mixé sur le rang, ou pourquoi pas aussi en bande alternée. Et un autre élément de cette diversification spatio-temporelle, c'est la diversification dans le temps. Classiquement, les deux espèces ou les deux variétés sont, souvent les deux espèces sont semées et récoltées de manière synchrone dans le temps, mais on peut envisager aussi d'autres modes d'insertion des espèces, avec, pourquoi pas, une culture en relais où le semis et la récolte sont décalés dans le temps. Et enfin, un autre point d'originalité, mais Guénel en a déjà parlé dans son introduction, c'est qu'on s'intéresse à un cortège d'organismes. On ne va pas se focaliser sur un seul type de bioagresseur sur chaque essai expérimental, mais plutôt chaque essai va essayer d'embrasser une dimension multi-organisme en prenant en compte un cortège de bioagresseurs et aussi en essayant de caractériser des organismes bénéfiques qui pourront jouer le rôle d'auxiliaire. Donc, en termes d'approche, cette tâche va être basée sur des expérimentations au champ. Donc, les différentes expérimentations auront tout un objectif commun qui est bien de quantifier et hiérarchiser les bénéfices et aussi peut-être les inconvénients de différentes modalités de diversification. Mais on va être sur deux sites expérimentaux complémentaires, l'un à Dijon et l'autre à Angers. Donc, à Dijon, le focus va être fait particulièrement sur le rôle de différentes modalités de diversité génétique sur les bioagresseurs.
avec différents types de bioagresseurs, incluant Bruch, Adventice et aussi d'autres bioagresseurs. Il y aura à la fois des modalités de diversité génétique qui vont inclure des mélanges interspécifiques, donc avec un gros focus sur le poids et différents génotypes de poids qui vont être associés à différents génotypes d'autres espèces, blé, triticale, orge, févrole, colza. Et on aura aussi des modalités de diversification génétique, cette fois-ci en intraspécifique, avec des mélanges de variétés de poids. Donc, en termes de calendrier, donc la première année, ça va être consacré à la sélection des espèces et des génotypes qui seront expérimentés ensuite. Donc, ça va être fait sur la base des connaissances disponibles, de la bibliographie et aussi des données du WP1. En particulier, je pense à la base de données à laquelle Judith a fait référence ce matin. Ensuite, une deuxième année de multiplication du matériel génétique pour envisager 2 années d'expérimentation au champ en 2023, 2024 et 2024-2025. Donc ça, c'est pour ce qui est prévu à Dijon. Ce qui est prévu à Angers, ça va être avant tout d'explorer des combinaisons innovantes de diversité génétique et d'agencement spatio-temporel pour voir dans quelle mesure on peut réussir à produire des légumineuses sans pesticides et en faisant un focus non seulement sur le pois, mais aussi sur d'autres espèces de légumineuses comme lentilles, pois chiches, dont on pense qu'en fait, produire ces espèces sans pesticides, c'est aussi un défi majeur. Donc là, on va être sur le rôle de différentes modalités de diversité génétique et d'arrangement spatio-temporel, et avec encore cette dimension multi-bioagresseur et auxiliaire. Donc là, un peu sur le même schéma qu'à Dijon, la première année est importante puisqu'elle va consister à co-construire les modalités innovantes qui seront testées ensuite dans 2 saisons d'essais au champ, qui sont encore, dont les modalités sont forcément à préciser en termes de calendrier. Donc, je vous ai présenté les deux essais de manière parallèle, mais une étape importante en 2021, ça va être une grosse phase de réflexion commune, donc ce que j'ai appelé brainstorming, pour poursuivre les discussions entre partenaires sur les essais au champ, donc avoir des objectifs différenciés mais aussi partagés, en tout cas complémentaires, avec des protocoles partagés. Donc ça va être un aspect très important. Et j'ai ajouté ici le livrable qui est associé à cette tâche, qui vise à produire un article scientifique sur les effets de différents types de diversification à l'échelle annuelle. Donc ça, c'est un livrable qui est prévu en 2025. Je me suis demandé en relisant si ce livrable pourrait être vraiment produit en 2025, dans la mesure où c'est vraiment la date de fin des essais. Mais je propose aux personnes qui ont proposé, qui ont prévu de produire ce livrable de m'en dire plus, plutôt par mail, hein, ce n'est pas important pour aujourd'hui, mais pour voir s'il ne faudrait pas le décaler. En termes de lien, d'interaction au-delà de cette tâche, donc il y a déjà des interactions avec d'autres tâches d'autres WP qui ont été identifiées, il y en aura probablement d'autres qui vont être développées. Mais je peux citer par exemple le lien avec l'une des tâches du VP1, dont on a parlé ce matin, dans laquelle on pourra... cette tâche va produire des génotypes résistants contre la bruche, notamment par approche de speed breeding. Donc, ce matériel pourra être expérimenté notamment à Dijon. Et il y a aussi un lien fort avec la tâche 2-3 pilotée par Stéphane dans le VP2, où en fait, ce sera intéressant de définir les modalités innovantes et d'analyser leurs effets en lien étroit avec aussi ce qui sera fait plutôt au niveau des expérimentations système et des simulations. Pour conclure sur cette tâche, je voulais revenir sur les points d'originalité en soulignant le fait aussi que ça constitue finalement des défis forts pour nous. Donc déjà, il y a la première partie d'originalité qui est de considérer que finalement, la diversification peut prendre différentes formes, pas seulement en génétique, c'est souvent la diversification à laquelle on pense, mais aussi intégrer le spatio-temporel, donc ça c'est original et innovant. Ce qui va être innovant, c'est aussi d'être sur un cortège de bioagresseurs et d'auxiliaires, donc un cortège d'organismes. Mais c'est un défi qui dépasse cette tâche 2.1 et qui nécessitera de mettre en commun des protocoles, expertise des différents partenaires du projet qui sont spécialistes des différents organismes. Donc c'est un aspect transversal du projet qu'il faudra qu'on arrive à mettre en place durant cette première année à l'échelle de la tâche du 1, mais aussi, je pense, plus largement du VP2 et peut-être même au-delà.
Dernier point, c'est qu'il sera important aussi de mener cette tâche d'interface en interaction avec les autres tâches qui se situent à d'autres niveaux d'échelle. Et donc, au-delà des réunions annuelles du projet, je pense qu'il conviendra de faire vivre ces interactions entre tâches probablement les aspects de brainstorming pourront intégrer ces différentes dimensions qui sont développées dans ces autres tâches du VP1 ou la tâche 2.3. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci. Merci Delphine. Donc, on a décidé que voilà, c'est un work package où il y a 5 tâches. Et donc, merci beaucoup Delphine d'avoir fait l'effort de tenir dans le temps imparti. Et on a plutôt voilà, décidé de prendre des questions en fin de work package pour être sûr de ne pas déborder rapidement. Mais n'hésitez pas à les poser malgré tout dans le chat pour qu'on les ait en tête et qu'on ne perde pas de temps à les récupérer. Et on va passer tout de suite à Samuel pour la deuxième tâche. Donc là, je vais vous présenter le task 2.2 qui est l'influence de la communauté microbienne du sol et la résistance de la plante sur la capacité des sols suppressifs contre les microbes, enfin les pathogènes du sol, enfin les pathogènes de plantes présents dans les sols. Donc en gros, au niveau du diagramme de Gantt, cette tâche va aller sur la quasi-totalité du projet, sachant que la tâche implique l'UMR agroécologie avec l'équipe FOXI, la plateforme Génosol et l'IGEP, avec en gros l'objectif de cette sous-tâche, enfin de cette tâche, est de voir en gros les parts relatives du sol et de la capacité des plantes à résister aux pathogènes, sachant que souvent on va avoir une approche soit ciblée sur le sol, soit ciblée sur la plante, et là c'est d'avoir une approche commune dans cette tâche-là, en ayant deux types d'approches qui permettent de voir et de mieux déterminer les parts relatives des deux partenaires. Donc, il y a une première approche qui est sur le sol et une autre qui est au niveau de la plante. Au niveau de la partie sol, qui est celle où je suis, on va dire, plus à l'aise. Donc, en gros, on va faire une approche dans laquelle on va faire de la transcriptomique, la métatranscriptomique du système racinaire de plantes et du sol en même temps, donc focalisé par un enrichissement peu lié sur les eucaryotes. Donc, l'idée, c'est d'avoir deux types de sols, un sol qui est suppressif et un sol qui est tolérant pour l'apparition des symptômes de la même région. Les plantes seront installées avec un sol en présence ou non du pathogène, et on va regarder en fait au niveau transcriptomique quels sont les gènes des plantes qui sont induits ou réprimés en fonction du statut du sol et la présence ou non du pathogène. Donc, au niveau des échantillons, reste à déterminer si on prend le sol rhizosphérique ou le sol pas forcément associé au système racinaire. Et par contre, au niveau de la plante, c'est prendre le système racinaire. On utilisera les outils de bioinformatique qui ont été développés dans les cas des projets Solca et de sol suppressif pour la fusariose. Alors, on a un risque, enfin, j'identifie un risque, c'est potentiellement la perte du caractère suppressif du sol avant qu'on fasse l'expérience. Donc, si jamais on est dans cette situation-là, on a la possibilité de récupérer des sols de champs suédois dans lequel il y a une résistance observée installée depuis longtemps. Et aussi, faut faire aussi attention en fait que certains symptômes qui sont associés à Phanomyces dans certains champs en fait peuvent être liés à l'absence, enfin peuvent ne pas être liés à la présence d'Aphanomyces. Et ce que m'a dit Christian, c'est que sur certains sites où il y a des symptômes dits associés à Phanomyces, on ne détecte pas la présence d'Aphanomyces, mais de Fusarium. Donc voilà, donc ça, il faudra faire attention et potentiellement regarder en amont la présence ou non d'aphano dans les échantillons de sol correspondants. Ça, alors, c'est pour vous donner une idée des genres de choses qu'on peut obtenir après ce type d'analyse pour des analyses métatranscriptomiques de sol. Donc là, c'est des résultats pour lesquels on a travaillé sur des sols résistants à Fusarium. Donc là, par exemple, à gauche, toujours à droite, à gauche. À gauche, c'est un clustering par corrélation de différents échantillons analysés par métatranscriptomique PolyA. Donc, on voit qu'on est capable en fait, de distinguer principalement l'origine géographique des sols par ces approches-là, mais aussi au regard de leur caractère résistant ou susceptible. Et donc, l'idée, c'est de faire des approches où on va
vous m'entendez bien en fait, où on va faire des différentiels d'expression entre deux différents types de sols avec une présence du pathogène et regarder en fait quels sont les gènes qui vont être différentiellement exprimés de manière à pouvoir définir des fonctions candidates associées à la susceptibilité ou à la résistance. On peut aussi avoir des approches de type fonctionnel où en fait on va regarder en fonction des différents types de sols, est-ce qu'on voit des choses différentes au niveau des grandes catégories fonctionnelles. Là, c'est avec du COG, enfin, pour les clusters d'orthologous genes. Et là, ce qu'on voyait par exemple dans des sols qui sont des sols A, c'est le sol, la totalité des fonctions associées à un sol. B, C, c'est un autre sol. Et là, on voit que en gros, B, c'est le mélange. Et on est capable de voir, en fait, par exemple, qu'on voit des classes fonctionnelles qui vont bouger, qui peuvent expliquer le pourquoi de la susceptibilité ou la résistance des sols. Et de manière intéressante pour montrer que c'est quand même pas forcément simple et tout est forcément traduisible. Si un sol est résistant, est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres types de sols? Là, en fait, on a l'expression des gènes de fusarium dans différents types, en rouge des sols résistants, en vert des sols sensibles et en orange un mélange du sol de Château-Renard et du sol de Carquefou. Et donc là, ce qu'on voit, et donc toujours à gauche, c'est le sol non inoculé avec fusarium et à droite, c'est le sol avec fusarium. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, dans un sol résistant, voilà, type Carquefou, on voit qu'il y a très peu de fusarium naturellement. Et lorsqu'on met du fusarium, on a une augmentation, mais qui n'est pas aussi importante par rapport aux autres gènes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le sol de Balandran, qui est un sol qui est aussi résistant, en tout cas pour l'apparition des symptômes, on voit que le niveau de fusarium est déjà très important naturellement. Donc là, ça pose aussi la question, enfin, on verra ce que nous donnent les résultats pendant le projet, mais qu'en gros, un sol résistant peut être lié soit à une compétition de niche, ça veut dire la capacité de s'installer dans l'environnement. Par exemple, Balandran, ça pourrait être ce genre de phénomène. Et Carquefou, on a sur quelque chose où on a l'impression qu'il y a l'absence complète, totale de fusarium naturellement. Au niveau de la partie plant-driven, donc ça c'est l'IGEP qui va s'en occuper. Donc en gros, l'idée c'est de voir si on est capable de mettre en place un sol qui va être résistant à Aphanomyces. Donc en gros, ça va être l'utilisation de la diversité génétique du poids et aussi l'influence des rotations. Et donc aussi l'évolution du potentiel d'inoculum tout au long de l'expérience. L'idée, alors c'est une manip qui va se faire sur 3 ans avec des rotations. Et à la fin des 3 ans, c'est pouvoir récupérer des souches d'Aphanomyces pour augmenter la collection, faire la caractérisation et voir s'il y a des mutations qui peuvent apparaître. Et donc, derrière, on a des fonctions candidates ou des taxons candidats dans la capacité d'apparition d'un sol résistant. Donc, ces fonctions putatives ou ces taxons putatifs et candidats pourront être monitorés dans les échantillons tenus sur la sous-tâche de 2.2.2. Au niveau des délivrables attendus, donc on a vraiment cette partie-là sur la production d'articles scientifiques, mais vraiment aussi pouvoir distinguer en gros quelle est la part dans une résistance sur un sol donné de la plante et du sol. Et derrière, en fait, c'est un peu le délivrable ultime qu'on aimerait bien avoir, c'est en gros avoir un modèle d'interaction entre la plante et l'organisme dans une approche un peu holobionte, enfin une perspective holobionte. Voilà. Ok, donc la tâche 2.3, elle tourne autour de l'étude, l'effet des systèmes de culture sur la régulation biologique des bioagresseurs des cultures, dont les bioagresseurs des légumineuses. Et, ces systèmes de culture des combinaisons temporelles et spatiales de diversification des systèmes de culture plus ou moins importantes. Donc, il y a 2 sous-tâches dans cette présentation, une qui porte sur des expérimentations système qui sont menées au champ et une qui porte sur des expérimentations, en termes d'approche, sur des expérimentations virtuelles qui sont menées par simulation. La première porte en fait sur l'étude conjointe de l'évolution de plusieurs types de bioagresseurs des légumineuses, maladies, ravageurs et adventices,
dans des systèmes de culture qui sont diversifiés et qui sont conduits sans pesticides. Alors pour ça, on a la chance d'avoir dans Specifix 3 dispositifs expérimentaux qui sont déjà en cours depuis plusieurs années et sur lesquels on mène les pratiques agricoles qui ont été co-conçues avec la profession agricole et des scientifiques, où on met en œuvre les pratiques agricoles et où on collecte déjà des données depuis plusieurs années. Et là, dans le projet PPA Specifix, l'idée sera de faire un peu plus un focus sur les bioagresseurs des légumineuses. La plateforme Cassis à Dijon, qui comprend 4 systèmes de culture dans 3 systèmes agroécologiques que je vais vous détailler et qui correspond à 42 parcelles. La plateforme Abi à Bourges, 4 systèmes de culture dans 2 systèmes agroécologiques pour l'équivalent de 28 parcelles. Et 2 systèmes de culture sur la plateforme BDS à Rennes, dans un système agroécologique et qui comprend 6 parcelles. Donc, l'idée centrale de ces plateformes, en fait, ça a été de concevoir des systèmes agricoles qui sont sans pesticides ou en très forte réduction, et si possible sans pesticides pour la plateforme de Rennes, qui ont tous en commun de vouloir utiliser la diversité cultivée et sauvage comme moyen de production. C'est-à-dire, en fait, utiliser cette diversité cultivée et sauvage, c'est d'optimiser les services qui est rendu par cette biodiversité sauvage et qui est associée à la biodiversité cultivée que l'on diversifie dans et autour des parcelles, tant au niveau aérien qu'au niveau du sol, dans l'objectif d'en faire un réel moyen de production durable et de vérifier par la suite la faisabilité de ces systèmes-là, avec un objectif commun qui est de gérer les bioagresseurs sans pesticides, d'assurer une rentabilité sur le long terme des systèmes, une bonne performance environnementale. Donc les légumineuses peuvent nous aider à rentrer dans ce cadre-là, notamment pour ce qui s'agit d'autres services comme par exemple l'azote, et maximiser l'efficience énergétique des systèmes, c'est-à-dire produire plus en énergie que l'on consomme pour mener ces systèmes à bien. Globalement, les 3 plateformes se situent, testent des systèmes agroécologiques qui sont sur 2 grandes voies agricoles. Une voie agricole qui est plutôt originaire de l'agriculture de conservation des sols, où on vise à ne plus ou moins perturber le sol, et une voie originaire plutôt de l'agriculture biologique, où il y a encore du travail du sol. Ces 2 grandes voies pouvant être largement poussées en rupture en termes d'agroécologie, soit pour leur dépendance aux pesticides d'un côté, soit pour leur dépendance du travail du sol de l'autre côté. Alors, sur la plateforme Cassis, on a 4 systèmes de culture agroécologiques, c'est-à-dire qui mettent en œuvre des principes issus de l'agroécologie. Un système de culture dit semi-direct permanent, qui est en fait de l'agriculture de conservation des sols, où on ne travaille plus du tout le sol, où on couvre les sols et où on fait de la diversification temporelle des cultures. Un système SD2 dit semi-direct non permanent, où on s'autorise au recours à du scalpage superficiel une fois avant implantation de la culture et soumis à règles de décision, donc pas forcément tous les ans. Et 2 systèmes avec du travail du sol, et notamment du labour, qui se différencient par le recours ou non à la fertilisation azotée exogène au système. De fait, ces 4 systèmes de culture sont très différents en termes de rotation, et je vous le montrerai sur la diapo après. Sur la plateforme Abi à Bourges, il y a 4 systèmes de culture aussi. 2 types de systèmes de culture qui se différencient par l'association ou non à l'élevage ovin. Donc, système SD2, c'est-à-dire semi-direct non permanent avec de l'élevage, qui ne vient pâturer des couverts, qui ne vient pâturer des repousses de culture, par exemple. Et un système semi-direct non permanent sans élevage, où les cultures diffèrent un petit peu et les couverts aussi. Et 2 systèmes avec travail du sol, avec ou sans avec ou sans élevage, qui est l'équivalent du système TS1 sur Cassis, c'est-à-dire avec utilisation de la fertilisation azotée exogène au système. Et sur la plateforme BDS pour Biodivers System à Rennes, on a 2 systèmes de culture, un en non-labour, avec du travail du sol superficiel quand même, et un système avec labour, toujours dans la même philosophie, d'essayer d'utiliser la biodiversité cultivée et sauvage, mais plutôt avec un objectif de se mettre en rupture vis-à-vis de l'utilisation des produits phytosanitaires, avec un objectif de réduction qui va de 75 à 100% de la réduction de l'usage des herbicides, et ça dans des rotations diversifiées. La particularité sont que les rotations sont typiques des 3 sites, donc avec des rotations dans lesquelles il y a
pas mal de légumineuses sur le site de Dijon, des rotations de 6 ans en semi-direct et des rotations de 12 ans. Ces légumineuses se retrouvant en culture pure, en culture associée, dans les couverts, et on va le voir après aussi dans les infrastructures agroécologiques autour des parcelles. Sur les systèmes de culture à Bie, sur Bourges, on a des rotations entre 6 et 8 ans qui incluent en plus des légumineuses pérennes comme des luzernes qui sont pâturées, des luzernes de 2 ans, et des légumineuses aussi dans les couverts et en culture associée également comme sur le site de Dijon. Je n'ai pas précisé, le site de Dijon sur la plateforme Cassis fait à peu près 125 hectares. Le site de Bourges fait à peu près 90 hectares, donc 28 parcelles sur 90 hectares. Et les systèmes qui sont testés sur Rennes, la plateforme BDS, sont sur des rotations qui sont notamment à base de cultures qui sont étudiées par l'UMR-IGEP, des pommes de terre, des cultures type brocoli, chou-fleur, en rotation avec du blé, du maïs et des légumineuses en association avec du triticale, sur 6 parcelles, 3 parcelles où on est sur des systèmes avec labour et 3 parcelles sur des systèmes sans labour. La particularité aussi, c'est sur certains sites d'avoir modifié profondément le parcellaire en incluant notamment des infrastructures agroécologiques à leur voisinage. Alors pour ce qui est de Cassis et Abi, elles ont été co-conçues avec la profession agricole et installées au lancement du dispositif. Et pour ce qui est de la plateforme BDS à Rennes, elles sont déjà présentes autour du dispositif, notamment avec des haies qui sont très anciennes et qui constituent du coup des bandes fleuries et des bandes enherbées et des haies qui ont toute une vocation biodiversité, c'est-à-dire de fournir un habitat et des ressources à des auxiliaires de culture, pollinisateurs ou régulateurs de bioagresseurs. Ce qui fait que du coup, sur la plateforme Abi, on a 2 systèmes agroécologiques, c'est-à-dire des systèmes qui comprennent des systèmes de culture et des infrastructures agroécologiques, avec ou sans élevage. Sur la plateforme BDS, on en a un seul dans lequel il y a les 2 systèmes de culture, et ma diapo est cachée. Mais sur la plateforme Cassis, on a 3 systèmes agroécologiques où toutes les parcelles dans le voisinage sont en semi-direct, sont en travail du sol ou sont selon une forme ou l'autre de système de culture. Et la dernière tâche vise à étudier l'effet long terme de ces systèmes de culture et notamment sur l'interaction entre le génotype et les systèmes de culture par expérimentation virtuelle et uniquement sur la gestion des adventices en mobilisant le modèle FLOR6, qui est un modèle qui est déjà développé et déjà utilisé pour ça, où l'utilisateur rentre les opérations de pratique culturale, l'acclimato, le stock semencier, et permet de simuler sur le long terme l'effet de ces pratiques agricoles sur le cycle d'une grande diversité d'adventices. C'est le seul modèle qui fait ça en multi-espèces et de culture, et de tester l'interaction entre divers génotypes qui seront travaillés notamment dans les autres work packages du projet. Et donc en sortie d'étudier une évaluation multicritère de l'évaluation mélarbologique de ces systèmes de culture et de la plus-value de la diversité des espèces de couverts. En termes de diagramme de Gantt sur les 12 prochains mois, donc on va faire un bilan assez rapidement des données qui sont actuellement recueillies sur les dispositifs, surtout des protocoles. On a déjà un peu commencé ces discussions-là, dans l'objectif d'homogénéiser les protocoles et la manière de les valoriser. On fera une campagne commune d'évaluation des stocks semenciers, parce que les plateformes sont déjà lancées depuis plusieurs années. Et on fera une réflexion sur les indicateurs que l'on peut mettre en œuvre pour évaluer la pression de ces bioagresseurs et de leur régulation biologique. Et on fera aussi le lien avec la modélisation, parce que l'idée première, c'est aussi de simuler les plateformes que l'on observe et que l'on expérimente sur le long terme, et éventuellement d'autres situations de production. Et donc, il y a des liens, comme vous l'avez vu, avec d'autres Work Package ou tâches, du lien avec de la modélisation, du lien avec la tâche 2.4 qui va être présentée juste après sur l'approche multi-échelle de la régulation des bioagresseurs, et du lien avec la tâche 2.5, parce que ces 3 plateformes-là sont des outils très utilisés pour apprendre et pour échanger avec la profession agricole, et donc pour arriver à transcrire nos observations expérimentales en outils d'apprentissage. Voilà. Ok, très bien. Donc, bien, rebonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler de la tâche 2.4 qui va s'intéresser à une approche multi-échelle du contrôle des ravageurs des légumineuses.
Donc, l'objectif principal de cette tâche, c'est de comprendre, de prédire, de modéliser, de quantifier des processus qui sont impliqués dans le contrôle de ces ravageurs dans des systèmes tels qu'on les a définis pour SpeciFix, hein, donc riches en légumes et en diversité. Et ce, à différentes échelles de temps et d'espace, comme vous allez le voir. Donc, pour introduire cette tâche, un petit point conceptuel, mais qui est vraiment pas compliqué, tout le monde connaît ça probablement déjà, sur ce qu'on entend par service de contrôle biologique des ravageurs. Donc, l'idée ici, c'est que dans les champs de légumineuses, mais de toutes les cultures, en fait, cohabitent différentes communautés. Donc, il y a évidemment les plantes cultivées, il y a la guilde des herbivores, parmi lesquels on va rencontrer quelques espèces de ravageurs qui nous posent problème. Et puis, il y a la guilde ou le groupe fonctionnel des ennemis naturels de ces herbivores. Et cette communauté de prédateurs et de parasitoïdes remplit une fonction de prédation qui peut limiter l'herbivorie, les dégâts et les pertes qui sont causées par les ravageurs. Donc, c'est sur cette communauté d'ennemis naturels que porte essentiellement cette tâche 2.4. Donc, cette communauté, on peut la décrire selon différentes métriques. Par exemple, sa richesse, son abondance. On peut déterminer également des espèces clés à l'intérieur de cette communauté qui ont un rôle important pour réguler les ravageurs. Et il y a des éléments récents de littérature qui laissent entendre que effectivement, la richesse de cette communauté est un bon prédicteur du contrôle biologique. Donc ça lie complètement ces questions de diversité en fait, et de régulation des ravageurs. Alors on pourrait penser que l'abondance est également un élément important, mais ce qu'on constate quand on va dans les champs, c'est que souvent, là où il y a le plus d'ennemis naturels, c'est aussi là où on rencontre le plus de proies, donc de ravageurs. Donc dans le cadre de cette tâche et de cette réflexion, ce qu'il faut qu'on arrive à obtenir, c'est une optimisation du service par la communauté des ennemis naturels, mais sans accroître par les pratiques ou les démarches qu'on va mettre en œuvre la pression exercée par les ravageurs. Donc à partir de là, cette tâche se décline en 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de mieux comprendre les relations entre ennemis naturels et ravageurs dans les champs, donc résoudre des relations trophiques. La deuxième, c'est d'identifier des facteurs clés de variation des interactions entre ravageurs et ennemis naturels à l'échelle du champ. Et puis, la troisième, c'est de passer à une échelle supérieure, comme l'a introduit tout à l'heure Guénaël, c'est-à-dire l'échelle du hors-champ et du paysage particulièrement. Donc, je vais vous présenter ces 3 sous-tâches de la tâche 2.4, si le diaporama veut bien passer. Voilà, ça va un peu vite, pardon. Donc, d'abord, cette première diapositive, simplement pour rappeler, mais on en a parlé plusieurs fois depuis ce matin, qu'une des caractéristiques de SpeciFix, c'est de s'intéresser à plusieurs ravageurs en même temps, donc d'avoir une approche multipeste. Ça, c'est original et intéressant. Et en l'occurrence, les ravageurs qu'on va travailler, les bruches, les pucerons, le cytone, présentent également des traits fonctionnels assez contrastés, donc ils sont plus ou moins spécialisés sur les cultures qui nous intéressent. Ils ont des cycles avec une seule génération par an ou avec plusieurs. Ils ne s'attaquent pas aux mêmes organes sur les plantes, donc ils ont des niches qui correspondent aux dégâts qui sont différentes. Donc tout ça, ça nous donne une richesse en fait de traits fonctionnels qui vont interagir avec les processus dont on va parler ensuite. Donc la première étape de la tâche 2.4, ou la première sous-tâche, ce n'est pas une étape, c'est d'essayer donc de mieux comprendre les relations qui peuvent exister entre ces ravageurs de culture et puis les différents prédateurs qu'on peut rencontrer dans les champs. Donc, pour résoudre ces relations, la démarche est assez simple. On va aller dans des champs d'agriculteurs ou sur les plateformes qu'a présentées Stéphane ou à d'autres endroits s'il y en a, collecter des prédateurs dans le champ, les ramener au laboratoire et puis les soumettre à des analyses moléculaires pour essayer de détecter à l'intérieur de ces ravageurs les traces de l'ADN des différentes proies et donc pouvoir reconstituer ces liens entre auxiliaires et ravageurs. Donc, on ne part pas de zéro. Là, on a quand même des données de la littérature ou de projets antérieurs, notamment sur les pucerons et sur le cytone, dans le cadre d'un petit projet antérieur. Et puis, on a un projet actuel également qui concerne davantage les bruches, qui va utiliser aussi ces approches. Donc, on va pouvoir nourrir SpeciFix avec des premières données, mais ça reste largement à compléter. Les défis pour cette sous-tâche vont être de développer peut-être des approches multiplexes, donc de détecter les différents ravageurs dans le même prédateur, et puis également de s'intéresser à de nouveaux types d'ennemis naturels qu'on a peu regardé jusqu'à maintenant. Alors j'ai donné l'exemple sur la diapo
des guêpes prédatrices, par exemple, qui sont assez peu regardées dans la littérature, mais qui peuvent être intéressantes. La deuxième sous-tâche de cette tâche de 4 consiste à travailler sur les facteurs de variation des interactions entre ravageurs et ennemis naturels. Donc là, on va partir de 2 constats qui sont assez évidents à nouveau. D'abord, que la pression en ravageur, elle change dans le temps et l'espace du champ au fur et à mesure de la saison. Donc il y a des colonisations qui se font par le bord de champ, qui vont progresser à l'intérieur du champ, et puis la densité des ennemis naturels, pour certains, comme les pucerons, va augmenter aussi au cours du temps. Donc il y a un processus spatio-temporel à cette échelle. Et on a le même type de processus pour les ennemis naturels. Donc on a des travaux antérieurs qui montrent bien qu'à l'échelle du temps, à gauche, ce n'est pas tout à fait les mêmes carabes, par exemple, qu'on va rencontrer dans le champ. Donc ça se différencie, il y a de la saisonnalité. Et on a la même idée dans l'espace. Toujours sur des travaux antérieurs, on a pu montrer que certains carabes restent plutôt au bord du champ et d'autres pénètrent profondément à l'intérieur du champ. Donc, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes communautés également dans l'espace. Donc, quand on combine ces deux axes, hein, on comprend que les interactions varient dans l'espace et dans le temps à l'échelle du champ. Et donc, on va aborder cette question à travers 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que en modifiant la diversité cultivée dans le champ et donc la qualité de l'habitat, peut-être qu'on modifie ces relations, ces dynamiques spatio-temporelles entre ravageurs et ennemis naturels, et donc in fine, le service de contrôle biologique qui est rendu. Donc ça, s'il est amélioré, ce serait vraiment l'objectif de l'intensification écologique tel qu'on l'espère. Donc pour travailler cette hypothèse, on va compléter des données qu'on a déjà commencé à acquérir, notamment à Angers, chez des agriculteurs. On va pouvoir aussi tirer profit des expériences qu'ont présentées Delphine et Stéphane, notamment sur les plateformes. Donc on va essayer d'acquérir des données sur ces structures. Ce qui va nous permettre aussi de bouger dans le temps, d'aller au-delà de la saison, mais peut-être sur des approches pluriannuelles, ce qui répondra aussi à la question des autres cultures que les légumineuses dans le projet, qui a été rappelé ce matin. Et puis, ça va concerner beaucoup mon collègue Bruno, on va aussi travailler sur l'apport de ces cultures diversifiées sur l'alimentation des parasitoïdes, qui est une question assez spécifique qu'on traite à Angers. Alors là, les défis qui se posent à nous sont au moins de 2 ordres. D'abord, et Stéphane l'a rappelé également, on a à travailler sur les protocoles, les méthodes qu'on va mettre en place dans nos différents sites, sur nos différents terrains de jeu, pour collecter ces données. Et puis peut-être un deuxième défi que j'identifie ici, on a parlé d'adventistes précédemment, c'est d'inclure justement ces communautés d'adventistes comme des partenaires de la qualité de l'habitat définie ici pour les ennemis naturels des ravageurs. La deuxième hypothèse qu'on va traiter dans cette sous-tâche, c'est que des aménagements de bord de champ vont modifier également les interactions entre ennemis naturels et ravageurs dans le champ. Donc, Stéphane a parlé des aménagements agroécologiques autour des parcelles des plateformes. On va essayer de tirer profit de ces terrains de jeu à nouveau pour travailler sur la distribution de la prédation dans le champ et peut-être essayer de reconstituer ce qu'on appelle des comptes d'effets à distance de ces aménagements qui pourront ensuite être inclus dans des formes de modélisation du service de contrôle biologique. Donc là, il y a un peu les mêmes défis qui se posent. J'ai ajouté l'effet de la rotation et donc la capacité à mesurer ces distances d'effet, puisqu'on s'attend à ce qu'en fonction de la distance à l'aménagement, on n'ait pas les mêmes communautés et les mêmes services. Alors là, on a commencé à sortir du champ en allant vers ses abords avec des bandes fleuries, des bandes enherbées. La troisième sous-tâche de la tâche de 4, elle va regarder à ce qui se passe à une échelle encore plus large, celle qu'on appelle paysage. Donc là, l'hypothèse qu'on va d'abord traiter, c'est que la densité des légumineuses dans l'espace, autour des champs de légumineuses, peut influencer la dynamique des populations de proies et le contrôle biologique qui s'exerce vis-à-vis d'elles. Et en interaction avec la diversification locale des cultures, donc par exemple quand on fait des cultures associées. Donc c'est la dimension un peu originale par rapport à une approche classique de ces échelles de paysage, c'est d'inclure l'interaction avec la diversification locale des cultures. Donc ça peut et ça va se faire notamment sur des réseaux de champs chez des agriculteurs autour d'Angers. Donc on a commencé un petit peu à travailler comme ça, mais c'est largement à compléter.
Et puis, là, il y a à nouveau 2 défis qui sont importants. Le premier, c'est toujours de trouver des méthodes qui sont efficaces pour mesurer correctement les processus qui nous intéressent. Et en fait, c'est souvent pas si trivial que ça. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Et de contrôler ce qu'on connaît bien quand on travaille à l'échelle du paysage, c'est-à-dire des problèmes de corrélation entre variables spatiales et d'effets importants des pratiques locales. Donc là, on a un intérêt à travailler notamment chez des bios qui n'utilisent pas de pesticides, évidemment. Chimiques en tout cas. Le dernier point qui me semble très original dans cette tâche, c'est je serais intéressé de discuter avec vous pour aller peut-être un peu plus loin sur cette réflexion, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si finalement SpaceFX a beaucoup de succès, fonctionne bien, qu'on réussit à, comme on l'a vu ce matin, à transformer de la recherche en impact et que du coup à l'issue du projet, eh bien, on constate une adoption, peut-être pas massive, mais importante, de systèmes de culture qui comprennent des légumineuses et sans pesticides. Donc ça, je propose de traiter cette question à travers une approche de modélisation à l'échelle du paysage. Donc dans l'équipe, on dispose de premiers modèles spatio-temporels sur la dynamique des ravageurs à des échelles du paysage, alors sur des topins, pas sur les ravageurs qui nous intéressent ici. Donc, c'est mon collègue Sylvain Poggi qui développe ces outils-là. Et l'idée, c'est qu'on pourrait essayer d'adapter en fait ces modèles aux ravageurs qui nous intéressent, et ensuite de travailler sur des scénarios de déploiement des légumineuses dans l'espace, dans le paysage, à travers des simulateurs d'allocation des cultures, type CapFarm, où on pourrait faire varier le pourcentage de culture bio, le taux d'adoption de ces légumineuses, éventuellement la diversification aussi culturelle de ces différentes cultures de légumineuses. Et donc de travailler avec ces modèles sur l'effet évidemment sur les ravageurs, puisque c'est ce qu'on modélise en premier, mais si on parvient, et ce sera un des défis, à intégrer la composante contrôle biologique dans ces modèles, aussi de travailler sur ces échanges de services de contrôle biologique entre champs, entre cultures organiques et cultures conventionnelles, entre légumineuses et non légumineuses, etc. Donc ça, ce serait vraiment il me semble, une sous-tâche assez riche et assez féconde si on y parvient. Donc pour terminer, un petit timing, planning, diagramme sur comment tout ça est prévu dans le temps du projet. Donc, comme l'ont déjà mentionné mes collègues, on a commencé un petit peu à discuter des méthodes, et c'est vraiment ce qui va aussi beaucoup nous occuper cette année. Comment on mesure tout ça, on regarde ces processus, les insectes, le contrôle biologique, les dégâts, etc. La partie sur les analyses moléculaires et les liens trophiques, c'est quelque chose que j'imagine assez filé à l'échelle du projet. Pas forcément intense chaque année, mais voilà, faire des prélèvements réguliers tous les ans, qu'on sera capable de gérer, donc pas trop volumineux, et acquérir progressivement ces données. Un peu la même chose pour le suivi des insectes ravageurs auxiliaires dans les champs d'agriculteurs, les plateformes, etc., filés tout au long du projet. Les analyses de paysage ont débuté, je vais les poursuivre, et on a une thèse qui est adossée pour l'instant à cette tâche 2.4, et la thèse, j'imagine qu'elle sera positionnée sur prioritairement ce que je vous ai présenté en dernier, donc la simulation de scénarios paysagers, le développement des modèles et la paramétrisation de ces modèles. Et enfin, je l'ai ajouté dans la dernière ligne, il y a une réflexion qui commence aussi, notamment avec Delphine, sur comment on pourrait essayer de coupler ces approches de modélisation différentes à différentes échelles, notamment avec le modèle FLOR6, qui travaille sur la flore adventice. Et la flore adventice, du point de vue des ennemis naturels, ça peut être aussi une source de ressources alimentaires, notamment pour des parasitoïdes. Donc il y a certainement des couplages qui pourraient être imaginés, et ça, c'est une réflexion qui débute. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc oui, donc la tâche 2.5, donc l'objectif étant la conception d'outils pour la conception et pilotage de systèmes de culture diversifiés et riches en légumineuses. Donc associé à cette tâche, donc essentiellement l'UMR agroécologie, l'IGEP, mais on a besoin de tout le monde sur cette tâche-là, donc c'est tous les partenaires du WP2 et des autres WP. Assez important.
L'objectif étant, hein, petit descriptif, d'intégrer les connaissances sur les régulations biologiques et les pratiques associées qui favorisent ces régulations dans des outils d'apprentissage pour aider les agriculteurs, les conseiller à franchir le cap de l'agroécologie, de la transition agroécologique à travers des systèmes riches en légumineuses et qu'on dit bien sûr sans phyto. Donc, on l'a vu, hein, c'est une tâche qui est extrêmement intégrative et qui nécessite finalement l'implication de tout le monde. Hein. Ce qui est nouveau dans l'approche, c'est que cet outil très, très intégratif, pour la conception de systèmes diversifiés, riches en légumineuses et conduisant sans pesticides, va nécessiter finalement la prise en compte de différentes échelles, on l'a vu, hein, différentes échelles spatiales, de la plante jusqu'aux infrastructures agroécologiques, comme l'a présenté Yann dans la tâche 2.4, et différentes échelles temporelles, et comment finalement on insère les légumineuses, les autres cultures, l'interculture, etc. Alors bien sûr, il existe des références qui seront intégrées, qui sont déjà existantes, et qui j'espère vont bien s'enrichir au cours du projet. Et l'idée est bien de les assembler, de les faire connaître et les rendre accessibles sous la forme d'outils utilisables dans le cadre du conseil pour les agriculteurs, mais également, on l'a vu à travers le WP4, qui peut être très utile aussi sur les aspects pédagogiques en enseignement. L'idée étant, bien sûr, d'accompagner ces transitions. Donc, on aura besoin finalement de quel type de référence, plutôt levier, sous forme de levier, de combinaison de leviers qui seront actionnés donc, pour réguler les bioagresseurs donc dans ces systèmes riches en légumineuses et sans pesticides. Alors, différentes étapes, là je ferai un petit focus sur l'année 1 tout à l'heure. Les étapes pour l'instant définies, mais qui pourront évoluer en fonction de l'avancée des travaux. On aimerait organiser un workshop, je vais vous en parler, idéalement juin. Donc, je vous lancerai un doodle, hein, que ce soit les partenaires du WP1, WP2, qui porterait sur comment intégrer finalement les connaissances déjà existantes et les pratiques associées et de commencer à vous proposer ce que pourrait être une architecture d'un outil utilisable et qui pourrait échanger en fait dessus. Donc le faire finalement assez rapidement. Et ensuite, les autres étapes consisteraient à organiser des ateliers participatifs pour intégrer aussi des connaissances empiriques qui intégreraient des agriculteurs, des conseillers, des scientifiques. On pourrait échanger sur l'état des lieux des connaissances. Donc là, il pourrait y avoir une étape aussi de transfert, de pratique, de co-conception de prototypes de systèmes de culture et aussi de tester l'intérêt de nos outils, de notre outil auprès des praticiens notamment. Donc pour l'instant, on organiserait ces ateliers année 2, année 4, à voir en fonction aussi de l'avancée de l'outil, hein, puisque l'objectif final est bien de concevoir des outils d'apprentissage et surtout, en fait, qu'il y ait une continuité à la fin du projet. Le type de démarche qu'on mettra en place, finalement, se poursuivra après l'année 6. Et voilà, bien prendre en considération ces états d'intégration. Donc voilà, donc la première étape, c'est bien d'organiser entre nous, là, on a plutôt entre WP1, WP2, voire WP3, donc un atelier donc, sur faire un état des lieux sur les différents leviers qui peuvent être disponibles à différentes échelles, hein, comme je l'ai précisé avant, d'échanger également sur les questions sensibles, les points critiques qu'on repère aujourd'hui et qui sont souvent mentionnés lorsqu'on parle en fait de systèmes riches en légumineuses. Hein. Yann en a un peu parlé concernant les ravageurs, les risques accrus éventuellement de maladies, les risques adventices en lien avec des espèces finalement peut être peu compétitive. Donc ça serait une première étape d'échanger là-dessus tous ensemble et puis de vous proposer
une première architecture d'outils. On a nécessairement à faire quand même de la biblio sur l'existant. On ne va pas inventer la roue. Il y a peut-être déjà des architectures intéressantes à utiliser. Donc ça serait en fait cette première étape-là. Donc je vous lancerai très rapidement un doodle, je pense à partir de la deuxième quinzaine, si on pouvait organiser ça, deuxième quinzaine de juin. Voilà pour cette première étape. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est peut-être pas la peine là d'insister encore plus. Et donc ensuite, les autres étapes, vu qu'on est sur quelque chose de très intégratif, ce que je propose, mais on pourra voir ce qu'on propose, c'est qu'à chaque meeting annuel, finalement, on ait un temps de mutualisation à la fin de chaque meeting, hein, pour voir finalement comment les différents résultats qui seront apportés par les différents WP pourraient s'intégrer dans cet outil. Et puis, ce dont je vous ai parlé ensuite, les deux grands temps forts, peut-être 2022 et 2024, donc sous forme d'ateliers participatifs qui mélangent les différents acteurs. Un petit focus sur l'année 1. Donc, on va dès maintenant, finalement, travailler sur les outils génériques qui peuvent être utilisés et les premières architectures, une proposition d'une version un peu martyre sur laquelle on pourrait travailler sur ce que pourrait être cet outil. Donc, qui intégrerait les différents partenaires du WP1, WP2, et puis ensuite, sur cette année 1, on continue, en fonction des apports, à faire évoluer cette architecture. Voilà. Merci Guillaume. J'ai juste une diapo de conclusion et on passe ensuite à la discussion, questions des uns et des autres. Donc, on a vu l'ensemble de nos actions à différentes échelles. Vous avez vu, alors il y a des questions, j'ai vu dans la discussion qui sont justement sur ces différents leviers et sur leur hiérarchisation, on pourra en discuter. On a bien cet objectif, effectivement, d'essayer de hiérarchiser l'impact de ces leviers et quels sont les leviers, du coup, qui sont prioritairement à actionner en fonction de tel ou tel bioagresseur. Mais sur cette diapo, ce que j'indique aussi, c'est les liens avec les autres work packages, mais chacun, finalement, les a déjà présentés dans les différentes tâches, mais je les remets ici. Donc, on a des liens, bien sûr, entre nos différentes tâches dans notre work package, mais aussi avec les autres. Donc, on a bien vu des liens avec le work package 1 pour prendre en compte, finalement, un certain nombre de traits qui sont importants par rapport à la gestion de ces bioagresseurs. Donc, j'avais posé, c'est vrai, la question ce matin. Il faut qu'on regarde peut-être les choses dans les deux sens, comment aussi peut-être les systèmes innovants qu'on imagine interrogent peut-être les traits qui sont importants à étudier dans le work package 1. Enfin voilà, c'est des interactions qui vont être intéressantes puisque c'est un levier, le levier de la plante qui est important à mobiliser dans les systèmes que l'on va concevoir. Mais on a vu que il y a déjà des interactions qui sont envisagées, que ce soit dans la 1, dans la 2, mais voilà, ce sera également le cas dans la 3 et dans la 4. Avec le Work Package 3, on va sans doute peut-être aussi voir les interactions plus facilement après la présentation de Violaine, mais ce que présentera Violaine, elle indiquera que dans son Work Package, il y a une partie évaluation multicritère et voilà, on a peut-être beaucoup mis l'accent dans cette présentation-ci sur l'impact sur les bioagresseurs des systèmes diversifiés, riches en légumineuses et sans pesticides, mais évidemment qu'il est important de les évaluer sur d'autres critères. Donc, ce sera quelque chose qui sera fait en interaction avec le Work Package 3. Et puis également, évidemment, des interactions sur le fait que ces systèmes
ne peuvent finalement avoir leur place que s'il y a aussi des innovations à d'autres échelles pour favoriser ces transitions et les échelles qui sont présentes dans le Work Package 3. Et puis interaction, Guillaume l'a mentionné, mais c'est le cas pour toutes les tâches de ce Work Package, des liens avec la formation. Comme disait aussi Stéphane, ces plateformes, par exemple, de la tâche 3, sont déjà des supports finalement pour la formation. La participation d'étudiants sur ces plateformes, c'est déjà le cas en fait. Donc on aura certainement beaucoup d'éléments pour alimenter la réflexion sur la formation et sur des nouveaux supports pour guider les futurs acteurs sur ces transitions. Et c'est vrai que la tâche 5, comme l'avait peut-être questionné ce matin Violaine, c'est peut-être là, effectivement, comme c'est déjà une intégration des connaissances, cette tâche-là, c'est sans doute là où le lien avec la formation est sans doute le plus évident. Je m'arrête là pour laisser plutôt de la place maintenant aux questions.